À l'automne 2015, une publication attire l'attention des historiens de l'art et des médias du monde entier. C'est le catalogue Göring, qui signe un épisode méconnu de notre histoire, la spoliation des œuvres d'art. Un butin de 650 000 œuvres pillées dans toute l'Europe par les nazis. Parmi ceux qui ont érigé ce pillage en système, Hermann Göring. Göring a été l'un des plus grands pilleurs de l'histoire, sans doute plus encore qu'Hitler. Göring, en sa qualité de deuxième homme du Reich, a constamment exploité de toutes les manières possibles les avantages qui lui étaient conférés. Quelqu'un comme Göring n'avait pas d'autre goût que celui de se montrer lui-même. Un catalogue où les plus grands noms de la peinture européenne s'entremêlent. Il témoigne de l'implacable destruction de ceux qui ont collectionné ces œuvres, des collectionneurs pour la plupart d'origine juive. La découverte de ce document relance les recherches pour les familles spoliées, souvent déjà meurtries par la disparition d'un proche dans les camps. Il y a constamment des obstacles liés à une certaine mauvaise foi, c'est assez clair. Nous sommes vraiment des gens qui venons déranger. Lorsque je trouve quelque chose, ça me reconnecte avec mes grands-parents que je n'ai jamais connus. Quand on restitue un tableau, quand on restitue un objet d'art, c'est beaucoup plus qu'un objet d'art. C'est une mémoire qu'on restitue, c'est une identité. Au contraire, certains témoins de cette histoire préfèrent étouffer cette mémoire. Si je dénonçais des gens, ils pourraient vouloir se venger, encore maintenant. Derrière ces mots, ces chiffres, ces noms, ces ratures, le catalogue dévoile la face cachée d'un système et rouvre les dossiers d'une plaie qui saigne toujours. Le 15 octobre 1946, quelques jours après la fin du procès de Nuremberg, la nouvelle tombe. Göring est mort dans sa cellule, une capsule de cyanure entre les dents, il s'est suicidé. Le lendemain, il devait être pendu pour crime contre l'humanité. Il a pris de court les Alliés, qui, lors de ce procès des grands criminels nazis, voulaient marquer les consciences sur les horreurs commises par le Troisième Reich. Au-delà des traces de sang, Göring laisse derrière lui des preuves qui, 75 ans après la Seconde Guerre mondiale, refont surface. Sous une cote froidement bureaucratique, ce document est sorti il y a peu des entrailles des archives diplomatiques françaises. Perdu au milieu de milliers de cartons, on avait oublié son existence. C'est pourtant le témoignage à charge de l'une des plus grandes razzias de toute notre histoire. C'est un document tout à fait étrange, il a l'air très anodin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu beaucoup de mal à l'identifier, puisqu'il a été constitué sur un registre de courrier utilisé par des administrations, par un magasin, par un épicier. C'est un document de la Shoah, c'est un document de la destruction, c'est un document d'œuvres d'art qui ont été pillées, volées à des familles qui étaient destinées à être déportées, à être assassinées dans les chambres à gaz. Et c'est également un document du plus grand héritage de la peinture européenne. Un registre d'épiciers, où Léonard de Vinci croise Cranach, Rubens, Degas ou encore le Tintoret. Le catalogue détaille aussi sur 286 pages chaque transaction, chaque lieu où le crime a été commis avec une minutie d'orfèvre, et à chaque fois avec un prix, alors que la plupart des œuvres ont été volées.
En le feuilletant, on remarque qu'il y a des écritures différentes, des écrits de travail, puisqu'il y a des remords, des retours, des bifures, des corrections, des ajouts nombreux. Et donc, ce qu'on voit, c'est à la fois ce quotidien du pillage, cette banalité du pillage, et aussi ce document d'un collectionneur. C'est un document qui veut mettre en avant la réussite de son propriétaire, espèce de nouveau riche, comme ça, de nouvel homme de pouvoir, qui veut soigneusement comptabiliser tout ce qu'il a accumulé. C'est un trophée, en fait. Cette collection n'est pas qu'une simple marotte d'un puissant dignitaire nazi. Pour la comprendre, il faut plonger dans la personnalité complexe de Göring. Hermann Göring est né en 1893. Son père n'est jamais là. Il est administrateur de la colonie Sud-West-Afrika en Namibie, où aura lieu le premier génocide du XXe siècle, le massacre des Herero. Le jeune Hermann grandit dans le château Burg-Wildenstein de son parrain, Ritter von Eppenstein, d'origine juive. C'est lui qui va l'initier à la peinture. Pendant la Première Guerre mondiale, Göring va tout faire pour être considéré comme un héros de l'aviation allemande. Et il veut plus. Sa rencontre en 1922 avec un certain Adolf Hitler va lui permettre d'assouvir sa soif du pouvoir. Ensemble, ils vont fomenter un putsch à Munich en 1923 afin de renverser le régime en place. Un échec total. Le groupuscule est facilement arrêté. Pourtant, Hitler continuera de faire confiance à cet homme différent des autres. À la différence des autres dignitaires nazis, Göring provient d'une sphère sociale plutôt élevée et bourgeoise. Il va bénéficier plus tard, en tant qu'officier, mais aussi héros de la Première Guerre mondiale, d'un rayonnement auprès d'Hitler qui surpasse clairement celui de ses autres fidèles. Grièvement blessé à la cuisse lors du putsch, Göring se soigne à coups de morphine et ne cesse de prendre du poids. Il deviendra addict à cette substance, mais aussi au pouvoir. Il s'engage activement dans le parti et deviendra le numéro 2 du régime aux côtés d'Hitler, qui sera nommé chancelier en 1933. 1933. C'est justement la date d'entrée de la première œuvre dans le catalogue Göring. Le buste de Vénus, un tableau de Jacopo de Barbari, un artiste qui a travaillé pour Rodolphe II et Maximilien Ier, deux grands empereurs du Saint-Empire. Göring veut les égaler en grandeur. Au même moment, en avril 1933, l'apprenti amateur d'art crée la redoutable Gestapo, la police secrète d'État, généralisée par Himmler. Les opposants au régime seront brutalement arrêtés, persécutés, envoyés dans l'un des premiers camps de concentration que Göring fait bâtir à Oranienburg. D'autres camps suivront, pires encore. Sa collection ne cesse alors de s'enrichir grâce à de nombreux cadeaux, et en particulier ceux de l'homme fort du régime. À l'époque, les deux dignitaires s'apprécient encore. Cela ne va pas durer. Nous sommes le 12 janvier 1937, entre dans la collection un tableau du peintre Alfred Knir. C'est un portrait d'Hitler, qui est offert par Hitler lui-même à Göring. Et alors, le portrait d'Hitler est valorisé à une très forte somme, on imagine dans le contexte du régime, puisque la valeur qui est donnée à ce tableau est de 35 000 Reichsmark. Dans le catalogue, on trouve d'autres cadeaux d'Hitler, en général pour l'anniversaire de Göring. Par exemple, un tableau de Cranach, l'un des 57 tableaux de Cranach ou attribués à Cranach que l'on retrouve dans le catalogue. Donc ce peintre rhénan de la fin du Moyen-Âge, c'était une obsession des princes allemands au XIXe siècle. Donc ça c'est très clair, on voit que Göring veut se constituer un passé. Et puis c'est une peinture qui est considérée comme par essence allemande. Le choix des œuvres témoigne de l'idéologie nationale-socialiste en action.
Comment Göring manœuvre-t-il pour enrichir sa collection? Il va bâtir un empire économique immense, en confisquant des usines appartenant une fois de plus à des propriétaires juifs. Il crée les Göring Reichswerke, des entreprises industrielles d'État dédiées à la production de guerre. Il s'impose comme l'interlocuteur principal et le fait savoir. Sa cupidité ne connaît pas de limite. En raison des nombreuses fonctions qu'il occupe, Göring gagne déjà très bien sa vie. Cela ne l'empêche pas de bien faire comprendre aux industriels son désir de bénéficier de cadeaux et d'attentions diverses lors de son anniversaire ou à d'autres occasions. Cela concerne notamment les œuvres d'art, c'est-à-dire qu'il fait clairement comprendre sa passion de l'art à ses interlocuteurs. Ces derniers n'hésitent donc pas à assouvir la soif d'art de Göring, afin de décrocher des contrats et des appels d'offres dans le cadre de la préparation à la guerre. Les autres dignitaires se faisaient graisser la patte avec des cadeaux, c'est vrai, mais pas de manière excessive et orchestrée comme ce fut le cas pour Göring. À la fin des années 30, Göring est au fait de son pouvoir. Comment va-t-il rassasier sa boulimie de collectionneur? Les événements à venir y pourvoiront. En mai 1940, les Allemands envahissent les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Le nombre de ces acquisitions s'élève alors à 200 tableaux. Göring ne fait donc pas mystère de son intention de piller méticuleusement les territoires conquis. En homme cynique, sans foi ni loi, il lui faut tout. L'occupation de la France arrive à point nommé pour satisfaire un peu plus son appétit pour les œuvres d'art. Il s'agit pour les Allemands et pour les nazis, plus particulièrement bien sûr, il s'agit de surpasser l'éclat de la France. C'est ça d'abord, surpasser l'éclat de la France en s'appropriant ses biens, surpasser l'éclat de la France en s'appropriant ses richesses. Il y a en effet des collections extrêmement riches parce que la France simplement est un lieu où le marché de l'art est extrêmement important depuis le XIXe siècle. Mais Göring n'est pas le seul à se passionner pour l'art. Hitler veut aussi sa part du butin pour son projet de musée monumental à Linz, en Autriche. Entre eux, la concurrence va devenir féroce. Même si le Führer a toujours la priorité dans la répartition des prises de guerre artistiques, il faudra également compter sur l'appétit d'autres dignitaires nazis, comme le SS Brigadeführer Otto Abetz, l'ambassadeur du Reich à Paris, ou encore Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères. Dans ce marigot, quelle stratégie Göring va-t-il mettre en place pour rester le maître de ce pillage? Les nazis créent alors l'ERR, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, un organisme puissant placé sous les ordres directs d'Alfred Rosenberg, l'idéologue et chef de file du parti nazi. Alors l'ERR, c'est un énorme organisme de pillage systématique à l'échelle de l'Europe occupée, de biens culturels et d'œuvres d'art. Elle est divisée en plusieurs sections. Il y a une section Beaux-Arts, une section des archives, une section des biens ecclésiastiques. Elle est composée de fonctionnaires qui sont des historiens d'art qualifiés, professionnels, et qui vont piller, choisir et redistribuer au sein du Reich des millions d'œuvres d'art. L'ERR n'est pas dirigé par Göring, il est dirigé par Alfred Rosenberg, mais Göring, de par son pouvoir, va obtenir un droit d'accès au butin de l'ERR et va pouvoir envoyer certains de ses hommes choisir parmi le butin qui a été collecté à Paris, à Amsterdam, à Bruxelles. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est le meilleur. Jusqu'à 900 personnes travailleront pour cet organisme. Ils pilleront systématiquement tout. Des lampes, des meubles, des jouets, jusqu'au tableau de maître. Rien n'échappe à leurs griffes. Une véritable pieuvre qui s'étend sur tous les pays occupés et en particulier en France, à Paris, le plus grand marché d'art à l'époque.
reste à trouver les proies. Les nazis ont bien évidemment une liste réalisée en amont. Ce sont des repérages systématiques. Vous avez un commissaire français qui est accompagné de 2 officiers nazis qui se présentent dans les galeries, qui font un inventaire, puis des scellés sont apposés, et ensuite le commissaire retourne à son bureau, dresse le procès-verbal, et déjà les nazis sont en train de récupérer les clés chez le concierge, de faire sauter les scellés et de commencer la prédation, le pillage des œuvres d'art principalement. Sur les 50 grandes galeries de la capitale, la moitié sera aryanisée ou spoliée. Elles appartenaient à des familles juives. Le RR frappe également aux portes de certains collectionneurs. Parmi eux, les Rothschild. Leur nom apparaît plus d'une centaine de fois dans le catalogue. C'est l'un des grands mythes antisémites européens, puisque la banque Rothschild symbolise la mainmise des Juifs sur la finance et sur l'économie, et donc sur les États. Donc, les collections Rothschild vont rentrer dans l'orbite de l'ERR, vont être systématiquement confisquées, et il y a 2 hiérarques nazis qui vont avoir un droit de priorité. Alors le premier, c'est Hitler. Il a le droit de priorité de se servir dans ce butin. Ce qu'il va faire en récupérant l'astronome de Vermeer, donc un des grands tableaux de la collection d'Édouard de Rothschild, qui dirige la branche parisienne de la famille. Et puis le deuxième, c'est Göring. Et on voit des œuvres des collections Rothschild qui rentrent dans le catalogue, particulièrement un tableau de Fragonard, magnifique, la jeune fille devant une statuette chinoise. Avec l'ordonnance du 5 novembre 1940, Göring va infléchir le destin de l'ERR en lui accordant sa protection. Une stratégie pour mieux s'assurer le contrôle des biens pillés. 13 jours plus tard, Hitler, excédé, réplique par une autre ordonnance. Toute œuvre d'art confisquée devra être envoyée sur le champ en Allemagne et mise à sa disposition personnelle. Une décision aux effets limités. Car sur le terrain, tout en ménageant habilement le Führer, Göring manœuvre pour son propre intérêt. On assiste à une division des tâches dès lors que Göring et Rosenberg s'unifient sur la marche à suivre, en se débarrassant de la concurrence. Rosenberg s'occupe donc de gérer le pillage, alors que Göring s'occupe de la distribution. Ça ira à Hitler, et ça, plutôt à ma collection. Puis, grâce aux nombreux moyens de transport dont il dispose, comme ces trains spéciaux, Göring s'occupe aussi de l'acheminement en Allemagne. L'organisation est désormais bien en place. Mais où vont-ils pouvoir exposer ces milliers d'œuvres volées ? Göring a besoin d'un lieu. Tout va se jouer derrière la place de la Concorde. Le musée de Jeux de Paume est choisi par les nazis comme lieu de stockage parce qu'en fait, il est à l'abri des regards indiscrets, il est au cœur de Paris et donc, souvenons-nous que la rue de Rivoli accueille la Feldkommandantur du Grosse Paris, donc c'est tout à fait idéal pour surveiller de très près ce musée de Jeux de Paume. Alors, ce Jeu de Paume va accueillir des expositions d'un genre tout à fait particulier, puisque pour la venue d'Hermann Göring, et on sait qu'il vient plus de 20 fois au musée de Jeux de Paume, on va présenter des expositions d'œuvres spoliées aux familles juives. Souvent, il passe à toute vitesse, il visite ça à toute vitesse, il monte les tableaux du doigt et puis on les décroche pour lui. Ça montre quand même cette obsession de sa collection, c'est une des grandes œuvres de sa vie. Ça témoigne de ce personnage qui d'ailleurs a voulu mettre en scène sa démesure. Lui-même se disait homme de la Renaissance, c'est-à-dire seigneur de guerre, mais en même temps mécène, avide de la plus grande beauté. Un système qui, 15 mois après l'entrée en guerre, permet à Göring d'écrire « À l'heure actuelle, je possède peut-être la collection privée la plus importante d'Allemagne, sinon d'Europe. » Une boulimie d'art étonnante, alors qu'on imagine le Reichsmarschall sur tous les fronts.
sur toutes les batailles, comme la propagande aime à le montrer. En juillet 1941, dans ce maelstrom meurtrier, Göring permet aux nazis de concrétiser leur obsession. Il signe un document, rédigé par Eichmann et Heydrich, le chef de la police de la sécurité du Reich, instaurant la solution finale qui aboutira au massacre de 6 millions de Juifs. Les grands-parents de Simon Goodman sont morts dans les camps. Leur crime, avoir voulu jusqu'au bout sauver leur collection d'art. Un événement tragique que Simon va découvrir par hasard en ouvrant de vieux cartons d'archives à la mort de son père. De tout cela, on en a déduit non seulement que mon grand-père avait une énorme collection d'art, mais surtout qu'il manquait toujours la plupart des objets. Son grand-père Fritz était un banquier néerlandais d'origine allemande. Il adorait Guardi, Renoir, Memling ou encore Cranach. Une collection familiale très réputée constituée également d'objets d'art. Un mois après l'invasion des Pays-Bas par les Allemands, 2 agents de Göring sont venus à la porte de mes grands-parents. Ils étaient particulièrement intéressés par les objets en or et en argent datant de la Renaissance germanique et d'une très grande qualité. Mon grand-père a pensé qu'en leur donnant certains de ces objets qu'il recherchait, il le laisserait tranquille, ce qui a fonctionné pendant un temps. Les agents de Göring ont pour mission, entre autres, de lui réserver ce petit tableau de Dosso Dossi. Fritz et sa femme cherchent à partir en Italie et obtiennent un visa en échange de quelques pièces de leur collection qu'ils doivent brader. Une fois leur visa en poche et leurs 14 énormes valises bouclées, ils prennent le chemin de la gare. Le train n'est pas allé en Italie, mais à Berlin. Là, 2 agents d'Hermann Göring les attendaient. Ils étaient surtout là pour leur faire signer des documents afin qu'ils renoncent au trust familial, qui gérait la collection des œuvres de la Renaissance. Mon grand-père a refusé de signer ces documents. Et ils ont mis mes grands-parents dans un autre train avec une escorte de SS. Et le train est arrivé le lendemain près de Theresienstadt. Dans la prison de la Kleine Festung de Theresienstadt, Fritz est interrogé sans relâche par la Gestapo, mais il tient bon. Une torture qui durera presque 1 an. Il sortait du bâtiment en sang après avoir été battu. Et les autres prisonniers lui disaient « Mais pourquoi tu ne leur donnes pas les objets en argent ? Ils les auront de toute façon. Pourquoi mourir pour cela ?» Il leur répondait « Si je leur laisse mes dernières possessions, et en particulier la collection d'orfèvrerie que Göring veut absolument, je n'aurai plus rien pour négocier avec eux. Une fois qu'ils auront ce qu'ils veulent, ils se débarrasseront de nous. » Et le dernier jour d'avril 1944, il a été battu à mort par les capots, par les gardes. Louise sera envoyée à Auschwitz, où elle périra dans les chambres à gaz. Göring peut ainsi s'emparer de leurs œuvres.
Mais sur quel réseau Göring va-t-il s'appuyer pour constituer sa collection? Dans le huis clos du jeu de paume, il s'entoure d'hommes de main très efficaces. Un nom revient sans cesse dans ses pages. Walter Andreas Hofer, un marchand d'art qui sera sa tête chercheuse à travers toute l'Europe. C'est le conseiller de l'ombre qui dit à Göring ce qu'il faut faire. C'est lui qui probablement inspire le goût et le choix de Göring. Il apporte aussi sa connaissance des réseaux de négociants. Il va également apporter une image de professionnel. Ce n'est pas un nazi militant, il n'est pas en uniforme, ce n'est pas un pilleur violent. C'est quelqu'un qui va rencontrer d'ailleurs les familles juives avant qu'elles ne soient déportées ou qu'elles ne soient exilées pour les convaincre de donner, d'offrir ou de vendre à Göring des œuvres d'art importantes. Il a une image d'homme ancien, de l'ancien monde, quand les transactions étaient plus civilisées. C'est d'ailleurs terriblement efficace. Parmi les toiles repérées, Hofer lui signale un tableau rare, le portrait de l'infante Marguerite, provenant de la collection de la baronne Alexandrine de Rothschild. La collection est composée de 25 toiles d'une qualité suprême et de la plus haute importance. Et parmi elles, un tableau de Velázquez, que vous devez acquérir pour votre collection par tous les moyens. Vous n'obtiendrez jamais un Velázquez d'une si exquise qualité et en si parfait état. Après la guerre, cette toile d'une si exquise qualité s'avérera finalement être un faux. Hofer, un nom qui horripile Alain Montigle, car il est associé à jamais au tableau qu'il cherche pour sa famille depuis plus de 12 ans. Paysage avec char à foin. Une toile d'Isaac van Ostade, peintre néerlandais du siècle d'or. Un artiste très prisé par Göring, qui en possédait plus d'une dizaine dans sa collection. Seulement cette œuvre, c'est d'abord l'un des 60 tableaux ayant appartenu à John et Anna Jaffe, des Juifs anglais installés à Nice. Ils aiment tellement leur collection que lorsqu'ils construisent une maison à Nice, sur le plan de l'architecte, ils fixent la taille des tableaux et quels tableaux vont être placés à quel endroit. On disait à cette époque que le seul musée à Nice, c'était chez eux. Ils n'avaient pas d'enfants et ce sont un peu leurs enfants, ces tableaux. Dans leur maison, Anna et John collectionnaient des Turner, des Rembrandt, des Goya ou encore des Guardi. Mais cette vie douce au soleil du midi va basculer quand Anna, veuve depuis plusieurs années déjà, disparaît à son tour. Anna meurt en 1942. Tous ses biens sont confisqués par le commissariat aux questions juives, tout ce qu'elle avait dans sa maison, et tout va être vendu aux enchères par le commissariat aux questions juives. Je prends par exemple 3 chaises en mauvais état, son fauteuil de malade, 3 têtes d'oreiller, et puis l'ensemble de sa collection de tableaux, mais absolument tout, tous ses vêtements, tout. Donc cette vente est organisée par le régime de Vichy, mais les Allemands, notamment des représentants de Göring et de Hitler lui-même, sont présents à cette vente, ou font intervenir des intermédiaires. Disperser, envoler la collection de 60 tableaux. Quand le neveu d'Anna et John Jaffe, le grand-père d'Alain, revient en France après avoir dû fuir, il ne reste plus rien. En 14 ans, il n'a qu'une seule restitution, qui est un tableau de Goya, très beau tableau, mais il a embauché un très bon avocat, très très cher, qui n'a pas eu beaucoup de résultats, mais c'était l'époque, et pour payer l'avocat, on doit vendre le tableau. Mon grand-père s'est usé à vouloir rechercher ces tableaux, avec en face de lui des murs de mauvaise foi, d'antisémitisme, de tout ce que vous voulez. Donc il est mort en ayant simplement une restitution.
Alain a repris le combat de son grand-père et a déjà retrouvé 10 tableaux sur les 60 disparus. Aujourd'hui, la découverte du catalogue lui donne des indices supplémentaires sur le tableau de Van Ostade, où le nom de Hofer est avancé. Alain travaille sur cette piste. Dans le catalogue, on retrouve le nom d'un autre fin limier, Bruno Lozeux, spécialiste des tableaux hollandais et flamands. C'est l'homme de Göring à Paris. Il va passer toutes les années d'occupation à Paris. Son bureau est dans le Jeu de Paume et il va repérer les œuvres les plus importantes qui pourraient intéresser le maréchal du Reich. C'est également un grand profiteur. Il va profiter du régime nazi pour gagner un pouvoir disproportionné qu'il n'aurait probablement jamais atteint. Si Hofer fuit les objectifs, Lozeux aime être sur la photo, avec ses collègues, au restaurant, avec sa maîtresse. Mais surtout, il se pavane aux côtés du Reichsmarschall lors de ses visites au Jeu de Paume. Sur cette photographie, on voit la complicité entre Hermann Göring et Bruno Lozeux. Ils sont en train de regarder un catalogue de Rembrandt et ça nous dit ce que recherche Hermann Göring. Et dans son panthéon, dans cette histoire du goût, eh bien, les écoles hollandaises et flamandes du XVIIe siècle sont bien sûr tout en haut de l'échelle. Mais existe-t-il d'autres preuves du crime que le catalogue lui-même ? Ah ouais. Ouais, c'est dans un état remarquable parce qu'on n'a aucune rayure, on n'a pas de piquetage. C'est un fond plein de mystères. Alors on essaye de comprendre, on voit des numéros, on essaye de voir à quoi ça correspond, mais c'est pas toujours très simple. Ces 1046 négatifs sur plaque de verre des tableaux sont de nouvelles preuves de cette collection à l'odeur âcre. Ces négatifs photographiques sur verre étaient en très mauvais état, puisque un quart était brisé, morcelé ou lacunaire, et le reste était très empoussiéré et parfois légèrement ébréché. Enfin, on avait un véritable problème de conservation dû au fait que ces plaques ont voyagé d'Allemagne en France. Ensuite, elles sont arrivées au Quai d'Orsay au début des années 1991-92. On les récupère et on commence à les étudier. À partir de ce moment-là, elles se stabilisent. On n'y touche plus. Mais toutes les années précédentes, évidemment, ont causé de grands dégâts. Et puis on a un autre exemple très parlant, c'est ce Tiepolo, parce que cette plaque de verre, en fait, ne correspond à aucun tirage papier. On sait qu'elle a été faite en 1941, et on a également un numéro Reichsmarschall. Et donc c'est grâce au catalogue qu'on a pu identifier le Tiepolo, puisque aucune mention d'artiste, rien n'est indiqué sur le ruban noir. Chaque prise de guerre artistique était ainsi soigneusement répertoriée, annotée et photographiée. Une manière pour Göring de s'inscrire en tant que grand collectionneur dans la lignée des princes allemands. Tout ce qu'on a là, en effet, fourmille d'informations. C'est-à-dire qu'on a des informations de différentes époques et puis des informations qui permettent de reconstituer un puzzle. Le puzzle de la constitution à la fois de cette collection très particulière, mais aussi de l'histoire de chaque tableau. Arriver à comprendre d'où vient ce tableau, est-ce qu'il a été spolié, acheté, par qui, etc. Donc pour l'historien de l'art, il y a une mine, il y a une véritable source inédite de moyens de savoir comment cette collection a été constituée et qui, finalement, a été victime de cette mégalomanie. Comment ces documents inédits sont-ils parvenus jusqu'à nous? C'est grâce à cette femme, Rose Valland. Attachée de conservation au Jeu de Paume, elle risque chaque jour sa vie pour surveiller ce trafic illicite. Elle ne le sait pas encore, mais son activité d'espionne sera déterminante dès la fin de la guerre.
réserve des archives diplomatiques, des preuves supplémentaires de ce pillage ont surgi il y a à peine quelques années, avec la découverte inattendue de ces petites fiches rédigées clandestinement par Rose Valland. On voit que ces fiches, elles ont été rédigées dans l'urgence. On sent que l'écriture est rapide. Elle peut faire des fautes d'orthographe. Les mots sont abrégés. On sent qu'elle est pressée par le temps et que c'est vraiment une activité de renseignement minute par minute ou heure par heure. Dans la gueule du loup, elle prend tous les risques. Chaque soir, elle recopie ces informations et les remet en secret au directeur du Louvre, qui l'a placée là pour sa personnalité discrète et rigoureuse. Par exemple, elle va citer les différentes visites du maréchal Göring au musée du Jeu de Paume. Elle va essayer de donner des précisions sur les œuvres qui arrivent au musée, de donner des noms d'artistes, de donner des titres d'œuvres. Elle va essayer d'identifier les marques de collection qui sont apposées sur les caisses. Parfois, c'est simplement des initiales. Donc, elle va essayer de retrouver le nom exact des collectionneurs qui sont spoliés. Elle va également donner beaucoup d'informations sur les lieux de stockage en Allemagne des objets d'art. L'activité au Jeu de Paume est d'autant plus intense qu'elle est entretenue par un marché de l'art très actif, voire euphorique, alors que la guerre bat son plein. Avec l'armistice de 1940, le marché est soutenu par une augmentation spectaculaire du pouvoir d'achat des occupants nazis grâce à un franc dévalué. Une aubaine pour Göring. Et c'est sans compter sur les lois de Vichy, qui mettent en place la confiscation administrative des biens juifs. Les entreprises, les appartements, mais aussi les collections d'art qui n'ont pas encore été volées par les Allemands, seront placées sous le contrôle d'un administrateur judiciaire français qui a tout pouvoir pour les vendre. Toute cette histoire, c'est celle qu'a vécue tragiquement la famille de Lionel Salem. Dans les années 90, elle fera beaucoup de bruit dans les médias. Son grand-père, Federico Gentili di Giuseppe, un juif italien, a fait fortune dans le tabac dans les années 20 et s'est installé à Paris. Il avait surtout des tableaux 16e, 17e, italiens. Mais non, j'ai très mauvais souvenir de cela. Parce que tout ça, il y a eu un moment juste après la guerre où j'étais un peu au courant, mais maintenant, à mon vieil âge, ça m'a un peu échappé. Son grand-père possédait en fait une collection exceptionnelle de 150 primitifs italiens et de peintres de la Renaissance, comme ce petit tableau que Lionel affectionne beaucoup, Alexandre et Campaspe, du peintre vénitien Tiepolo. C'est le Tiepolo qui est le plus beau. Son grand-père meurt en avril 1940. À la débâcle, ses enfants et petits-enfants sont contraints de partir précipitamment pour les États-Unis. À peine un an plus tard, l'appartement parisien est réquisitionné et vidé par la Gestapo. Un administrateur judiciaire est nommé et une grande vente aux enchères est organisée à Drouot. En 3 jours, tous les biens, tous les tableaux de la collection Gentili sont liquidés. Autorisons Maître Moulin à faire procéder à la vente publique de toute ou partie des effets mobiliers, compris dans l'inventaire sus-énoncé. Ce qui est devenu le lot numéro 72, le Tiepolo, sera adjugé pour 50 000 francs à un certain monsieur Héreil, complice de l'administrateur judiciaire. Certains de ces tableaux, et celui-là en particulier, dans la vente forcée qu'il y a eu en 1941, ont été marqués comme attribués à, alors que c'était un vrai Tiepolo. C'était une façon de faire baisser les prix. Le Tiepolo passera ensuite de main en main pour atterrir finalement dans celle de Göring. À l'époque, le jeune Lionel ignore tout de cette vente spoliatrice, qui deviendra pourtant le combat de sa vie et celui de sa famille pendant plus de 50 ans. Un combat qui va bousculer le milieu feutré des musées.
le Tiepolo fait partie des 1376 œuvres du catalogue Göring. En tournant ces pages, un mot revient quasiment sur chaque ligne, Karin Hall. Situé au nord de Berlin, au cœur d'une forêt immense, c'est le lieu le plus emblématique de toutes les possessions du Reich Marschall, mais surtout la destination finale d'une partie des œuvres pillées. Un palais de 4000 mètres carrés, à la hauteur de sa mégalomanie. Karin Hall était initialement un pavillon de chasse, c'est-à-dire un lieu privé. Suite à l'inauguration de son agrandissement en 1935, cela va très vite prendre la forme d'un lieu officiel et gouvernemental. Étant donné qu'Hitler déteste les tâches diplomatiques et les réceptions officielles qu'il faut tenir régulièrement, Göring le fait à sa place. C'est lui qui, en fait, sera le représentant du Troisième Reich. Ce Versailles teutonique accueille tous les amis du régime. On montre les petites lionnes tout juste adoptées à Mussolini. On fait semblant de s'émerveiller devant des estampes offertes par la délégation japonaise. Et on tire dans le mille avec un jeune prince de Siam. Nommé grand veneur du Reich, Göring aime poser avec ses trophées de chasse, même si tous savaient qu'il trichait. Karin Hall, un lieu de mise en scène de son pouvoir, où il fait même partager sa passion pour les petits bateaux et les trains électriques. Karin Hall doit donc évidemment être décoré tel un lieu diplomatique. Il essaye donc, avec des œuvres déjà en sa possession ou des œuvres qu'il s'est fait offrir, de le décorer selon sa vision de l'art. Un style qui doit pouvoir traduire son goût personnel aux visiteurs. Et Göring adore ça. Göring adore ça. Donc, il adore exhiber ses richesses et impressionner en quelque sorte ses hôtes à Karin Hall avec cette espèce de profusion toujours désordonnée d'ailleurs. Mais le regard des visiteurs reste suspendu quand ils découvrent la galerie dite des merveilles. 5 mètres de large sur 17 de long, elle est entièrement recouverte d'œuvres d'art. La visite de la galerie de Karin Hall devient un rituel pour tous les visiteurs d'importance, les diplomates. Un rituel auquel on est obligé de prendre part en compagnie du maître des lieux. Göring, qui se pense comme un prince de la Renaissance, mécène et seigneur de guerre, fait étalage à Karin Hall de son prétendu amour de l'art. L'amour de l'art pour l'amour de l'art. Il n'y a pas ça chez les nazis, évidemment. Jamais. L'art est toujours un moyen pour un but, un moyen pour une fin. Il s'agit de perfectionner la race aryenne. Dans le cas de Göring, qui se fiche pas mal de ses théories de son côté, ce dont il s'agit, c'est en effet de faire servir l'art à son pouvoir, à son propre éclat. C'est un instrument simplement de puissance, de pouvoir et de prestige. En matière d'art, c'est à Munich, siège du parti nazi, que se définissent les canons de l'esthétique. Au cours de défilés sans fin, qui se répètent chaque année, on glorifie l'art allemand. Face à cet art officiel, les nazis organisent en 1937 une exposition qui sera son antithèse, celle d'un art qu'ils jugent dégénéré. Picasso y côtoie Monet, Chagall, les peintres antimilitaristes allemands, Otto Dix et Max Beckmann, ou les expressionnistes comme Georges Grosz. Ils seront plus de 3 millions, souvent forcés, à venir se presser devant ces 20 000 œuvres exposées dans un chaos bien orchestré.
On sait que cette exposition a connu à l'époque une très forte fréquentation. Cela est dû à la mise en scène de l'exposition qui se concentre sur la monstruosité, l'abomination et le dégoût de l'art moderne, un thème qui attire et pour lequel les gens font la queue. C'est une exposition de propagande qui compare les idées des mouvements Dada ou Bauhaus, ainsi que celles du mouvement März de Kurt Schwitters, à de la pourriture, alors qu'en face on expose ce que l'on considère comme l'authentique art allemand. L'art dégénéré, un concept qui remonte à quelques années déjà, avec parmi les nombreuses publications sur ce thème, le livre de Schulze-Naumburg, L'art et la race. Dans ce livre, il est écrit que les personnes amoindries et en mauvaise santé vont produire un art dégénéré, alors que celles qui sont grandes, développées, fortes et blondes vont produire quelque chose d'élaboré et de sophistiqué. Ce concept d'affiliation entre la biologie et la production d'art date de 1928. Mais le livre de Schulze-Naumburg n'en est qu'un parmi tant d'autres. Et c'est seulement plus tard, quand Hitler la mettra en avant, que sa théorie sortira de l'ombre et aura un grand retentissement. Pour les nazis, cet art n'a aucune valeur. Pourtant, Göring va en tirer des bénéfices substantiels. Cette photo est une preuve explicite de ce qui se trame désormais au Jeu de Paume. Göring a entre les mains un tableau de Jan Bruegel, une œuvre de petite taille que son directeur de collection, Walter Andreas Hofer, regarde avec intérêt, face à un Bruno Lose très satisfait. On a ici un combat entre les maîtres anciens et les maîtres modernes, avec un rapport complètement incroyable où 4 Matisse, finalement, équivaudrait à la valeur du port d'Anvers de Jan Bruegel. C'est un moyen d'acquérir une œuvre à très peu de frais, puisque les œuvres sont prélevées de la salle des martyrs, les œuvres ont été confisquées principalement aux familles juives, et donc, finalement, elles servent de monnaie d'échange. La salle des martyrs. C'est le nom que Rose Valland donne à cette pièce coupée du reste du musée par un rideau sombre. Tout l'art dit dégénéré y est conservé. C'est là que les sbires de Göring viennent puiser pour alimenter leur trafic. Rose Valland note comme elle peut ces échanges toujours ponctués de champagne et de cigares. Je pense qu'Hermann Göring, tout d'abord, est très avare, on le sait, et Bruno Lose lui propose un moyen assez formidable de découler cette marchandise dans un marché d'art parallèle avec les œuvres d'art modernes qui ne peuvent pas aller dans le Reich parce que honnis par les critères esthétiques nazis, mais qui vont trouver leur propre destinée à la fois sur le marché de l'art parisien, mais également avec une filière suisse très intéressante qui participera au blanchiment de ces œuvres qui auront été spoliées par les nazis. Le transport d'œuvres vers le Reich sera considérable. 29 convois vont quitter Paris pour l'Allemagne. Au total, 138 wagons remplis de plus de 4500 caisses d'œuvres et d'objets d'art traverseront la frontière. Une hémorragie qui aurait pu ne jamais s'arrêter. En mai 1945, l'Allemagne est à l'agonie et l'Europe est peu à peu libérée. Du côté de Karenhal, près de Berlin, c'est la panique. Göring ordonne de détruire à coups de bombe, plus de 80, son palais aux 1001 tableaux. Il ne veut rien laisser aux troupes soviétiques qui approchent au loin. Karenhal était l'incarnation de sa personnalité, de ses désirs et de ses passions.
Le lieu ne doit être transformé ou profané sous aucun prétexte. Le choix est donc vite fait. Le pavillon est détruit afin qu'il ne tombe pas dans les mains de quelqu'un d'autre que lui. C'est donc un acte purement égocentrique, et non un acte ou un souhait d'effacer des traces, comme on pourrait le croire. Aber auf keinen Fall bekommt sie jemand anderes in die Hände. Berchtesgaden, dans le sud de l'Allemagne. C'est au-dessus de cette ville que se trouvait la résidence d'été d'Hitler. Si le Reichsmarschall est obsessionnel, il n'est pas fou pour autant. Quelques semaines avant l'explosion de Karin Hall, il a pris soin de remplir plusieurs trains afin de mettre sa précieuse collection à l'abri dans les tunnels sécurisés de la montagne de Berchtesgaden, une zone fortifiée. Sur le quai de la gare, il laisse 2 trains en stationnement qui intriguent les passants et le jeune Maximilien Hofbauer. À l'époque, je devais faire le trajet en train entre Königssee et Unterstein tous les jours pour aller à l'école. Et un jour, dans cette petite gare, se trouvait un wagon de marchandises à l'arrêt, bizarrement gardé par 2 SS. Étant jeunes et curieux, nous demandons ce qui se trouve à l'intérieur, ce à quoi on nous répond qu'il s'agit de munitions destinées au front de l'Est. Une réponse qui ne satisfait pas les habitants, car le front de l'Est est loin, et ici on sent bien que la guerre connaît son dernier souffle. Cela va durer jusqu'en 1945, quand vient la défaite allemande. Les soldats disparaissent tout à coup. Et la population s'est approchée des wagons et les a ouverts. Otto Fischer avait 16 ans. Il a été le témoin de toute la scène. Le train de Göring était sur le quai numéro 4. Il a été pillé. Il y a eu de ces choses. C'était terrible. On y a trouvé divers objets et des biens en rapport à l'art. Ça ne nous intéressait pas. Nous, on cherchait de la nourriture, car nous étions rationnés. Dans le train de Göring, il y avait des biens d'une valeur folle. Et ils vont disparaître. Ils ont entre autres pris certaines toiles et les ont découpées de leur cadre. Des gens ont même pris un grand tapis et l'ont découpé afin qu'il rentre dans leur maison. Mais il appartenait à Göring. Imaginez-vous un tapis de Göring. Il devait bien valoir dans les 100 000 marks. Et moi-même, je me suis retrouvé à un moment avec des objets entre les mains. On les achetait, ne sachant pas ce que c'était. Mais il y en a certains qui, bien sûr, savaient ce qui se passait et devinaient la valeur que ces objets pouvaient avoir. Et oui, c'est comme ça. Quand les Alliés débarquent à Berchtesgaden, ils ne peuvent que constater la mise à sac du train. Impossible de savoir ce qui a été dérobé. La population, elle, reste muette, malgré les appels à restituer les œuvres. Aujourd'hui encore, le secret de ce vol pèse sur toute la ville. Je n'ai aucun commentaire à faire. C'est trop dangereux pour moi. Pourquoi dangereux? Eh bien, si je dénonçais des gens, ils pourraient vouloir se venger, encore maintenant. Ils pourraient jeter des pierres sur ma maison, ou pire encore.
Que sont devenues ces œuvres d'art 2 fois victimes de vol? Seul Robert Brandner, un antiquaire de la ville, ose briser le silence. Un jour, je passe devant la cour d'une dame. Je vois qu'elle baigne un bébé dans un imposant réceptacle en forme de cygne fait d'or et d'argent. Je me rends compte que cette dame donne le bain à son bébé dans un magnifique bassin qui servait en fait à rafraîchir le champagne de Göring. Il y a une autre personne qui avait caché un tableau de Spitzweg dans son grenier. Je suis allé avec quelqu'un jeter un coup d'œil dans ce grenier. Et malheureusement, le résultat était terrible. Les pigeons, les mites, les rongeurs, l'effritement dû à la chaleur. C'était une catastrophe. Je pense qu'ils préféraient que l'œuvre moisisse, plutôt qu'on sache qu'eux-mêmes ou leurs parents soient considérés comme des pilleurs du train de Göring. Je peux vous dire qu'au moins 30 objets du train de Göring se trouvent toujours à Berchtesgaden. Mais ça, je ne peux pas en parler. Ils sont dans les greniers ou encore emmurés. J'aurais tellement à raconter. Le 9 mai 1945, Göring ne se pavane plus. Arrêté par les troupes américaines, il dépose son arme. These 39 volumes, which are before me, contain photographs of works of art secured by the Einsatzstab. Le 46e jour du procès de Nuremberg est consacré aux spoliations des œuvres d'art. Pour la première fois, les juges les qualifient de crimes. Dans la salle, Rose Valland écoute avec attention les propos de Göring, qui tente, comme il peut, de minorer la portée de ses actes. Alors quand j'ai vu les pièces dans les salles du jeu de paume et que j'ai appris que la majeure partie d'entre elles devaient partir pour Linz, et que ces objets, qui étaient des œuvres de qualité muséale, ne servaient qu'un projet mineur, alors je l'admets, ma passion de collectionneur a repris le dessus. Ma passion de collectionneur, des mots qui font hurler Rose Valland. Début octobre, la sentence tombe. L'ex-maréchal, très amaigri par ses jours de détention et soigné pour son addiction à la morphine, écoute sans un battement de cils sa condamnation à mort par pendaison. Dans les entrailles de Berchtesgaden, les Américains découvrent très vite les caches de Göring et sortent, une par une, les peintures, les sculptures et les quantités innombrables de pièces remarquables qu'il a amassées. Aux côtés des Monuments Men, un commando spécial de conservateurs et d'historiens de l'art, un homme s'agite. C'est Walter Andreas Hofer, le fameux conseiller de Göring. Alors Walter Hofer va retourner sa veste. Comme il l'a déjà fait, c'est un opportuniste, ce n'était pas un grand nazi, donc il va travailler avec les nouveaux maîtres de l'heure, et il va les guider dans les dépôts d'œuvres spoliées, qui sont donc ces milliers et ces milliers d'œuvres d'art qui ne sont pas bien étiquetées. Donc on le voit en train d'épauler les hommes des Monuments Men, américains et autres, pour leur dire, bah alors ça c'était dans la collection de Göring et ça vient de tel endroit, ça c'était pas dans la collection de Göring. Il va les aider, ce qui d'ailleurs va bien lui servir, puisque très rapidement, il va être blanchi et va pouvoir recommencer sa propre activité de négociant. Dans un geste symbolique, les Alliés choisiront l'ancien siège du parti nazi à Munich pour entreposer ces milliers d'œuvres d'art, lieu qui deviendra le collecting point central. Au cœur de cette fourmilière, où l'on trie, classe, cherche à identifier les œuvres, Rose Valland tient enfin sa revanche sur les pilleurs. Nommée capitaine, elle dirige la commission de récupération artistique en Allemagne. Ses notes prises en cachette au jeu de paume
seront des éléments déterminants dans le processus de restitution. These have been carefully prepared and are ready to be returned to their rightful owners in France. Sur les 100 000 œuvres qui ont traversé la frontière, 60 000 reviendront en France. Mais l'espionne du jeu de paume ne veut pas s'arrêter là et fourbit déjà ses armes pour d'autres actions. Dans toute cette pagaille, le catalogue Göring se trouve sans doute avec les dossiers qui accompagnent les œuvres du Reichsmarschall. Mais à ce moment-là, personne ne l'a encore identifié. Il faudra attendre quelques années pour qu'il sorte de l'ombre. Alain Montigle, dont la famille a été spoliée à Nice, continue sa quête. Il cherche toujours son Van Ostade, un des 60 tableaux disparus et retrouvés dans la collection Göring. J'ai trouvé votre dossier ? Alain se rend comme souvent à la commission d'indemnisation des victimes de spoliation, la CIVS, qui va l'épauler dans ses démarches. Monsieur Montigle, on va faire un petit point, si vous le voulez bien, sur les dossiers, sur toutes les œuvres qui ont été prises à votre famille, et plus particulièrement sur un tableau de Van Ostade. Donc, moi, j'ai retrouvé quelques petits éléments nouveaux, toutes les fiches qui ont été rédigées par les Américains au Central Collecting Point de Munich. Voilà. Donc, j'ai retrouvé pour votre tableau la fiche. Est-ce que vous connaissiez ce document ou... Pas du tout, et il a l'air très riche. Hein. Oui, il apporte tous les éléments. Il était déposé chez Göring. Le fait aussi que c'était un tableau qui était en bon état. Et surtout, ça c'est au dos de la carte. En fait, il y a eu une mauvaise orientation. C'est selon une déclaration de Hofer, après la guerre, ce serait un tableau qui aurait appartenu à un grand collectionneur néerlandais. Donc le tableau a été restitué au mauvais pays. Il aurait dû être restitué à la France et il a été restitué aux Pays-Bas. Une information qui confirme ce qu'Alain a découvert il y a quelques années. Son tableau est bien aux Pays-Bas, envoyé par erreur par Walter Hofer après la guerre. Mais les échanges avec l'administration néerlandaise sont souvent compliqués. Alain décide de se rendre sur place. On nous a réclamé des papiers, le testament du cousin assassiné à Auschwitz qui n'avait pas fait de testament, ce qui était un peu aberrant, alors que jamais aucun autre musée nous a demandé les testaments. Hein. Nous sommes une famille organisée, on a un notaire qui a tout vérifié. Non, là, il fallait tout. Chaque fois, il fallait recommencer. Chaque fois, il manquait un tampon, etc., etc. Donc, on a un blocage purement administratif quelque part. Ce que j'attends de ce voyage, c'est dans un premier temps voir ce tableau que je n'ai jamais pu voir, car il n'est pas exposé dans un musée, il est dans des réserves. Bon, j'espère qu'ils s'en sont bien occupés. Donc le voir dans la réalité, c'est quand même un peu différent d'une photo qui a la taille d'un timbre-poste noir et blanc. Hein. Bon. Et pour moi, c'est très très important. Alain ne sait pas s'il pourra le récupérer. Ce voyage est peut-être son ultime chance. Il ne veut pas la manquer. S'il garde espoir face à l'administration néerlandaise, en revanche en Belgique, où le prédateur Göring a également sévi, les familles spoliées ont quasiment abandonné toute recherche. Comment, dans ce pays, les autorités abordent-elles cette question si sensible ? Car ici, 3500 peintures, surtout flamandes, ont été pillées. Une goutte d'eau comparée à la France avec ses 100 000 objets. Pourtant, en Belgique, rien ou presque n'a été fait. Après des années d'inertie, une cellule a été créée en 1997 pour restituer des biens spoliés. Une cellule constituée aujourd'hui encore d'une seule personne. Moi, je suis seulement arrivé ici au début des années 2000. Et à partir de ce moment-là, on a mis beaucoup d'énergie pour faire des recherches à restituer certains tableaux spoliés ou œuvres d'art spoliées, mais les résultats étaient pas formidables, c'est-à-dire on a pu restituer 3 tableaux.
Dans ces dossiers, le cas d'une des principales victimes de cette spoliation, Hugo Andrisse, un industriel d'origine juive. Un peu avant la guerre, il fuit aux États-Unis et met à l'abri, pense-t-il alors, sa collection dans un grand musée de la ville. La collection Andrisse était déposée au musée du Cinquantenaire. Leur chauffeur privé a communiqué aux autorités nazies que cette collection s'y trouvait. Il a été payé 300 Reichsmark par les nazis pour donner ces informations. Et la suite a été que cette collection a été transférée au musée Jeu de Paume à Paris. Si dans l'immédiate après-guerre, l'essentiel de la collection a été récupéré grâce aux Alliés, seul un tableau manque à l'appel. C'était Göring qui l'avait récupéré pour sa belle collection. Un tout petit tableau, il n'est pas très grand, exquis en plus, d'un artiste très rare, Gaspar Netscher, un artiste hollandais du XVIIe, avec les titres « Femme au perroquet ». Le tableau restera introuvable jusque dans les années 2000. Sa vente fera pourtant parler de lui en atteignant le record de 5 millions de dollars. Cette restitution, même tardive, est un fait rare en Belgique, qui, en la matière, fait figure de très mauvais élève. Un comportement que dénonce Gert Seels, un des seuls chercheurs belges à s'intéresser à la question. Dans les musées belges, il y a un problème, car aucun musée ne fait de recherche sur les œuvres qui sont revenues d'Allemagne. Et entre-temps, on a pu montrer, grâce à notre enquête, que beaucoup de provenances ne correspondent pas ou ne sont pas complètes. Donc, il a pu se passer n'importe quoi. Il a pu y avoir des ventes forcées, des spoliations ou simplement des ventes. Leurs provenances ne sont pas claires, et c'est un problème. Donc, la Belgique ne se conforme pas aux standards internationaux du monde de l'art. Une indignation qui s'exacerbe quand Gert pénètre dans le musée phare de Belgique, celui des Beaux-Arts et de ses 20 000 œuvres. Nous sommes ici dans 2 salles, avec des œuvres qui ont été offertes par Frans Hellens. Frans Hellens était un médecin bruxellois. En 1988, il a offert sa collection au musée et a été salué pour son altruisme et sa citoyenneté. Mais si on regarde les archives, on remarque qu'il a eu une vie cachée pendant la Seconde Guerre mondiale, une double vie. Il avait beaucoup de contacts avec les nazis. Il a fait affaire avec eux plusieurs fois. Il a entre autres cofinancé une peinture pour le 50e anniversaire de Göring. La critique envers ces salles, ce n'est pas le fait que des œuvres spoliées y soient exposées, mais plutôt si ça n'aurait pas été de bon ton de mettre à l'entrée de la salle un petit panneau mentionnant qui était M. Hellens et quel fut son rôle durant la Seconde Guerre mondiale. Lenteur, manque de transparence, recherche trop discrète. La Belgique cumule les reproches en matière d'art spolié. Un gouffre reste à combler si elle veut réparer ses crimes de guerre et rouvrir ses dossiers qui sentent le soufre. En France, parmi les œuvres revenues, certaines vont connaître un destin singulier. Les services de récupération des armées alliées ont retrouvé en Allemagne les œuvres d'art volées. Ainsi, plusieurs milliers de pièces rares sont rentrées en France et sont exposées au musée de l'Orangerie. Leur nom, MNR, pour Musées Nationaux Récupération. Plus de 2000 œuvres orphelines seront ainsi placées sous la garde des musées. À charge pour eux de retrouver leurs propriétaires légitimes. Pour la famille de Lionel Salem, cela n'a pas été le cas. Bien au contraire. Quand on revient après la guerre, moi j'ai 8 ans, donc je ne m'occupe pas des affaires de famille. Et ma maman va se battre, et longuement se battre, pour se faire restituer par le Louvre, en particulier, des tableaux. Elle va montrer que les tableaux lui appartenaient, elle va montrer les photos de la collection, la liste de la collection,
Parce que vous savez, quand un tableau rentre dans un musée, le musée considère qu'il est à lui et pour de bon. Toute sa vie, sa mère ne cessera d'écrire, de négocier avec le musée. En vain. Dans sa famille, 4 personnes ont été déportées pendant la guerre. L'attitude du Louvre était de dire « vous avez eu beaucoup de chance de survivre à la guerre, puisque vous étiez juif, vous avez pu partir au Canada et aux États-Unis, alors ne poussez pas la boule trop loin ». C'était leur façon de parler. Ils ne le disaient pas comme ça, mais... Ma mère, qui pourtant était très distinguée, avait du mal à parler de façon vulgaire, a dit « ces salauds du Louvre ne veulent pas nous rendre ces tableaux qui sont à nous ». Ça, c'était très fort dans la bouche de ma mère. Si à l'époque, Lionel vit cela d'un peu loin, il pressent qu'un jour viendra sa riposte, quand il reprendra la suite de sa mère. En France, terrain de chasse particulier pour le pillage des œuvres d'art, un procès sans équivalent va se tenir dans cette Europe de l'après-guerre. Pourtant, il passera quasiment inaperçu. La seule trace de ces audiences se trouve au dépôt central de la justice militaire. Au milieu de tonnes d'archives, le dossier 737, le procès de l'ERR, cet organisme tentaculaire qui a organisé le pillage des œuvres d'art et des biens culturels. Bruno Lose, l'homme de main de Göring, est dans le box des accusés. Il aurait écrit à la secrétaire personnelle du Reichsmarschall « Je suis sûr qu'on pourrait travailler avec beaucoup plus de succès si nous payions, comme d'autres services, des commissions pour dénonciation. » Des propos qu'il nie en bloc. Rose Valland ne cesse de témoigner pour charger l'accusation. Ce procès, c'est son ultime revanche. Il y a eu cette scène tout à fait étonnante où elle est confrontée à Lose. Je rappelle que Lose, elle le connaissait très bien puisqu'elle a passé 4 ans dans les mêmes bureaux au Jeu de Paume avec lui. Elle le connaît par cœur. Et face à Lose, qui parle très bien français, donc elle va l'accuser et Lose va nier. Et Lose, là encore, va dire il est un simple technicien, c'est lui qui faisait les listes, etc. Il n'avait aucun pouvoir de choix. Et elle va rapporter des rumeurs, des choses qu'elle n'arrive pas à prouver, mais dont elle est intimement sûre, c'est que Lose s'est enrichi, qu'il lui a fait des trafics, qu'il a récupéré des tableaux, il a acheté à bas prix des tableaux lorsqu'il était basé à Paris. Un des grands absents de ce procès, c'est Walter Andreas Hofer. Pourtant, on le sait, le directeur de collection de Göring a repris son activité de négociant à Munich. Mais les Français n'ont pas réussi à l'extrader. Seuls ces interrogatoires réalisés après-guerre par les soldats américains sont cités. Hofer y minimise son action. Un grand classique chez les nazis. Je n'étais directeur de sa collection que de nom. Je n'avais aucun contrat d'embauche et je ne touchais aucune rétribution. Après 2 jours de procès, le verdict tombe. Lose, qui a déjà effectué 5 ans de prison en attendant le jugement, est libéré. Hofer est lui condamné à 10 ans de travaux forcés, mais ne purgera jamais sa peine. Rose Valland est atterrée. C'est une instruction pour pillage, pillage de biens culturels, de biens français. Ce n'est pas une instruction pour crime contre l'humanité, pour recel de biens liés à un génocide. Premièrement. Deuxièmement, il y a la temporalité, c'est-à-dire que ce procès se tient tard, très tard dans la chronologie des procès d'après-guerre et de l'épuration. C'est un moment où la clémence s'installe. Il y a les premières lois d'amnistie qui ont été votées et de toute façon, ces pilleurs apparaissent comme du menu fretin par rapport aux grands criminels qui ont arrêté les Juifs, etc. Et puis, il manque une pièce à conviction essentielle dans ce procès, le catalogue Göring, qui, à l'époque, en 1950, n'a pas encore été identifié. Il va sortir de l'ombre grâce à Rose Valland, toujours elle, qui apprend sa découverte en juin 1952 en Allemagne.
Elle réclame son transfert en France. Pour elle, c'est une prise de guerre qui restera longtemps sur son bureau. En 1961, dans son livre « Le front de l'art », elle publie une page du catalogue, laissant toujours planer le mystère sur le contenu exact de cette répugnante collection. Il faudra attendre plus de 50 ans encore pour qu'il sorte au grand jour et qu'il fasse la une du monde de l'art. Du côté des restitutions des œuvres, rien ou presque n'aura lieu entre les années 1950 et 80. On les appellera d'ailleurs les 30 silencieuses. Les tableaux resteront bien accrochés sur les cimaises des musées et garderont leurs secrets. Pourtant, le besoin de reprendre là où les choses se sont interrompues va se faire de plus en plus pressant dans les familles. Avril 1997, une date gravée dans la mémoire de Lionel Salem. Au Louvre se tient une grande exposition sur les MNR, ces tableaux placés en dépôt dans les musées, faute de propriétaires. Depuis quelques années déjà, Lionel travaille avec son avocate sur les tableaux de la famille dont certains se sont retrouvés dans les mains de Göring. Donc Lionel se propose d'aller au Louvre, d'aller voir s'il retrouve les 3 tableaux, puisque à cette époque-là, on travaillait sur 3 tableaux, et il en trouve 5. Je tombe sur 5 tableaux, dont un tout près de la Joconde, où c'est marqué « Ancienne collection Gentilly ». Donc il m'appelle tout excité, me disant « J'ai vu les tableaux avec la mention Federico Gentilly ». Et j'en ai vu 2 autres. Et le Louvre tout de même affichait haut et fort qu'ils étaient toujours prêts à rendre des tableaux si on pouvait légitimement montrer qu'ils appartenaient à telle ou telle famille. Donc, je demande la restitution des tableaux au Louvre. Et je n'ai aucune réponse. Je crois pendant 2 ans. Je n'ai pas la moindre réponse, je les relance. Eux considèrent que la vente, cette fameuse vente aux enchères, ces ventes aux enchères, puisqu'elles s'étendent entre avril et mai 1941, ces ventes aux enchères sont légales. Et donc ces tableaux n'appartiennent plus à la famille de Federico Gentilly di Giuseppe. Et je décide de faire un procès au Louvre pour obtenir la restitution de ces tableaux. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, tout de même. C'était important. L'avocate va alors exhumer une ordonnance oubliée de 1945 qui définit des critères précis sur les spoliations. Après de nombreuses batailles juridiques, la vente de 1941 est annulée. Le Louvre est contraint de restituer les œuvres à Lionel. J'ai dû un peu danser dans la rue, je pense, parce que c'était inespéré de gagner ce procès. On a eu les tableaux restitués un matin. Un camion très discret est arrivé à 6 heures du matin et a déposé les tableaux chez nous. Et tous les lots de la vente sont restituables. Et on arrive à se faire restituer en Allemagne, se faire indemniser aux États-Unis. Et comme ça, on a toute une période assez courte, mais toute une période pendant laquelle ce qu'on a pu localiser est restitué, indemnisé, et la porte est ouverte. Aujourd'hui, les restitutions sont de plus en plus nombreuses. Les musées se mobilisent, même si pour les familles, c'est encore trop peu. D'autant que le temps passe et que les mémoires s'effritent. De son côté, Simon Goodman, dont le grand-père est mort pour sauver sa collection, a déjà retrouvé un tiers des objets pris par les nazis. Le tableau de Dossodossi que Simon a découvert grâce au catalogue Göring est quant à lui toujours introuvable. Une recherche longue et fastidieuse. Ces affaires prennent des années et des années. Il y a beaucoup de dépenses et on doit diviser l'ensemble entre tous les héritiers légitimes. La façon la plus équitable de partager, c'est de vendre, de monétiser les œuvres et de diviser l'argent. On ne peut pas découper une peinture en morceaux.
Les gens pensent que l'on fait ça pour de l'argent. Et je leur dis, et alors, c'est mon argent, c'est mon héritage. Quand je trouve quelque chose, cela me reconnecte avec mes grands-parents que je n'ai jamais connus. Je touche ce qu'ils ont eux-mêmes touché. Je tiens dans les mains des choses qu'ils ont aimées. J'essaye de garder au maximum ce que je retrouve, mais au fond, c'est mon héritage. Sans doute 75 ans trop tard, mais c'est déjà ça. Et justice est faite. Arrivé dans la capitale des Pays-Bas, Alain Montigle se rend dans le dépôt des biens culturels. Il espère bien voir son tableau, qu'il ne connaît qu'en noir et blanc. Voilà. Good afternoon, Mr. Montigle. Nice to meet you. As you can see, it's a depot filled with mixed works of art, modern art, but also a part of the collection from the National Art Collection. And on this, you have the Van Ostade unloading the hay wagon. Yes, of course. And oh, the colors, it's incredible. Yes. Because I only saw black and white, the little 1943 pictures which they took, yes. Yes. On sent presque que ça peut bouger. Je sens que ça s'élargit et qu'il y a un paysage complet du XVIIe siècle hollandais qui apparaît. Je ressens enfin, bon, à la fois la fin d'une longue attente et aussi le fait de mieux comprendre ces gens que petit à petit je comprends mieux. Chaque fois que je vois un de leurs tableaux, ça y est, je suis de nouveau avec eux, avec John et avec Anna Jaffe. L'émotion sera de courte durée pour Alain. Dès qu'il aborde l'idée d'une restitution, l'échange jusque-là souriant tourne court. I can understand that it's difficult for you, but I have to act within the legal framework. But I'm not asking you. No. Don't you worry. I have to work within the legal framework and only restitute when all the 12 legal heirs are confirmed and we have all the information from them. Mr. Mayer has asked us the will of someone who had been murdered at Auschwitz. He's asked us that. And we don't have any will for someone who died in Auschwitz, okay? He's asked that every time we send him documents, he asks us more. He thinks he's, I don't know, he's God the Father or something. Le cadre de la loi aura eu raison d'Alain Montigle, qui devra se contenter de ce face-à-face avec la toile. Il ignore toujours quand il pourra revoir son tableau. Le catalogue n'est pas qu'une simple liste d'œuvres pillées. Il est surtout le témoignage de la souffrance de ces familles anéanties par l'avidité d'un homme, la barbarie d'un régime, des familles qui tentent aujourd'hui encore de se reconstruire. C'est comme si la Deuxième Guerre mondiale n'était pas tout à fait terminée. Tant que les œuvres ne seront pas revenues à leurs propriétaires légitimes, ce n'est pas fini. Un combat qui n'en finit pas. Car malgré le silence des uns, les entraves des autres, des preuves même enfouies dans le passé finissent toujours par ressurgir. Karin Hall, l'antre de Göring, fascine toujours. De nombreuses légendes circulent, nourries par Göring lui-même lors de son interrogatoire à Nuremberg, sur l'existence d'un vaste cimetière d'œuvres d'art. Göring pensait pourtant avoir tout détruit avec ses 80 bombes.
Aujourd'hui, la végétation a tout recouvert. Mais il reste encore des traces qui ne demandent qu'à sortir de terre. On marche effectivement sur les souterrains du bâtiment même de Karinhal. Donc c'est quand même impressionnant. On voit partout ces fouilles très récentes. Et puis c'est effectivement, vous voyez que c'est pratiquement fait ces dernières semaines, sinon ces derniers jours. Christophe Franck est historien de l'art et travaille sur les spoliations. Ce sont les signes secrets des chasseurs de trésors qui ont déjà travaillé et fouillé, vous le voyez. Depuis quelques années, il s'est mis en tête de chercher une sculpture du XVIIIe siècle, spoliée par Göring pour Karinhal. Une enquête née un peu par hasard. Donc ici, on est devant une entrée creusée en 1993-94 par un chasseur-trésor, Klaus Funke, qui est entré dans ce bunker. Il a découvert 380 kilos de fragments de sculptures, de céramique, de vases grecs et autres. Et c'était là où on a retrouvé la statue d'Étienne Morse-Falconet qui représentait l'amitié au cœur. Une statue quand même d'1,20 m, statue très importante au XVIIIe siècle qui avait appartenu à Maurice de Rothschild. L'amitié au cœur. Une œuvre offerte par Madame de Pompadour à son amant le roi Louis XV qui vient de les conduire. S'il ne veut plus de son amour, elle lui offre son cœur en amitié, une amitié qu'elle espère éternelle. Finalement, après des années d'enquête et de négociations, Christophe réussit à retrouver la statue tant recherchée. C'était extrêmement émouvant parce qu'elle avait perdu sa tête. En même temps, le fer dans le marbre la faisait apparaître comme elle était ensanglantée. Elle avait perdu les bras. Et à côté, il y avait aussi un petit carton. Et on m'a permis de l'ouvrir. Il y avait plusieurs fragments. Et tout d'un coup, je ne croyais pas à mes yeux parce qu'on avait retenu le petit cœur de l'amitié au cœur, qui représentait le cœur de Madame Pompadour, qu'il offrait en tremblant, comme disait Diderot, à Louis XV. Donc à ce moment-là, j'étais extrêmement ému et j'avais dit mais écoutez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pratiquement une figuration, c'est une allégorie de la spoliation génocidale. Elle a perdu sa tête et en même temps, elle a retenu son cœur. Depuis quelques mois, l'amitié au cœur est entrée au musée juif de Berlin, où elle est devenue l'un des symboles des œuvres d'art spoliées. Le sang des martyrs a fini par étouffer les bourreaux.